Messieurs, dames, bonjour. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. J'espère que vous ne le regretterez pas. Et nous vous proposons avec Olivier Mérienne, après concertation, une intervention qui est plus du côté de l'économie et quasiment de la sociologie, disons, du marketing, hein, histoire d'essayer de répondre à la question fondamentale que vous posez, plus que du côté de la technique. Donc je ne vais pas vous raconter l'acidité, les arômes du rosé, parce que de toute façon vous êtes plus compétent que moi, et je vais plutôt vous raconter ce que nous pensons aujourd'hui du rosé, comment on voit les choses, et surtout le point où il en est. Alors, si la technique veut bien marcher, on devrait passer. Voilà, super. Voilà, donc cette intervention se déroulera en 3 temps. D'abord, un survol de l'économie mondiale du vin et du rosé. Je dis bien du vin et du rosé, puisque l'économie du rosé ne se comprend que si on le replace dans l'économie du vin lui-même. Ensuite, le marché et le consommateur français, donc c'est ce qu'on appelle un entonnoir, hein, on vient du monde sur l'hexagone. Et puis ensuite, la partie la plus intéressante sur laquelle je m'appesantirai un petit peu plus, c'est pourquoi stratégie est question, donc en plein dans votre Assemblée Générale. Alors, l'économie mondiale du vin rosé, eh bien d'abord, il faut replacer dans le monde où est la production. Vous le voyez sur ce graphique, la production se situe essentiellement et pour le moment en Europe. C'est de loin la région productrice majeure, mais elle est en baisse. Il y a un rééquilibrage avec les autres pays, les autres régions du monde. Un graphique qui fait réfléchir, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je n'ai pas résisté à vous le présenter. C'est le graphique sur les rendements. Vous avez ici les rendements avec tout en haut les rendements américains. Au-dessous, vous avez les rendements européens, etc., etc. Je vous le laisse découvrir. Et vous avez tout en bas, la petite ligne verte, le rendement français. Je pense que ce graphique est très éloquent. Il montre une vraie stratégie française. Cette stratégie est-elle payante, n'est-elle pas payante? C'est un autre débat, mais je vous le laisserai faire. Deuxième graphique que je n'ai pas résisté aussi à vous montrer, c'est au cours du temps, de 1973 à 2013, l'inversion de la pyramide française. L'inversion de la pyramide française, puisque en 1973, 70% à peu près des vins n'étaient ni IGP ni AOP, d'ailleurs ça n'existait pas à l'époque, c'était AOC et 20 pays. La pyramide était sur un socle important. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 10% autres, 36% d'IGP, 50% d'AOP. Donc ça aussi, ça pose des questions. C'est pas anodin, je vous le présente aussi parce que le rosé s'insère dans cette problématique. Ici, vous avez la consommation mondiale de vin. Alors la consommation mondiale, eh bien, elle a eu un pic dans les années 2007 et puis ensuite elle s'est stabilisée. Les prévisions montrent que pour 2015, 2016, 2017 jusqu'à 2020, la consommation serait en augmentation, mais attention, avec des disparités. C'est le camembert que vous avez dessous. En 2000, l'Europe représentait 69% de la consommation. Aujourd'hui, elle est à 61%. Et, ma foi, je suis persuadé que ça va continuer. Diminution en proportion de la consommation européenne au profit de la consommation non européenne. Là aussi, ça impacte sur le rosé. On verra tout à l'heure que le rosé a une capacité d'exportation qui est de plus en plus importante. Alors maintenant, c'est quoi le rosé? On a dit c'est un ensemble de vins sucrés ou secs. Bon, d'accord. Légalement, c'est tout vin qui n'est ni blanc ni rouge. Parfois, il y a des tentatives de mélange pour faire du rosé, on le sait. Est-ce que c'est un vin de terroir? Est-ce que c'est un effervescent? Et la question fondamentale qui a occupé beaucoup la presse et les spécialistes depuis des années, c'est est-ce vraiment un vin? À partir de là, c'est un vin qui est à part pour le consommateur, ce qui est aujourd'hui son avantage, et c'est un vin qui a été
à part pour le professionnel, pour le sommelier, pour le journaliste spécialisé. Ce qui a fait le rosé, je vous le dis tout de suite, ce n'est ni le sommelier ni le journaliste professionnel, c'est le consommateur. Et on a vu les professionnels sommeliers journalistes courir après le succès. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris que le rosé est un vrai vin et qu'il se développe. Alors, si on passe à la production mondiale de vin est stable. La production de rosé est en hausse légère. Voilà ce qu'on remarque au niveau très global, au niveau mondial. La France est le premier producteur de rosé. Et elle est bien partie pour le rester, puisque entre 2002 et 2012, elle est passée de 24% à 28% de la production mondiale. Aujourd'hui, on voit une progression de l'Italie et une progression des USA. L'Italie progresse en production, mais ne progresse pas en consommation. Les Italiens sont très agressifs à l'exportation et peuvent nous faire du tort, effectivement. Les USA sont en diminution. Mais attention, on entend par rosé un tas de choses. On entend des vins très sucrés, on entend des vins très colorés. Il y a une mosaïque de rosé. Et la diminution de la production de rosé aux USA est due à la diminution du blush, c'est-à-dire ce vin sucré à plus de 20 grammes par litre, qui est, bon, pour moi, enfin tous les goûts sont dans la nature, pour moi totalement imbuvable. En ce qui concerne la production mondiale par taux de sucre, eh bien, vous voyez la légère progression, mais c'est un mouvement qui va, à mon avis, se poursuivre. La légère progression des vins au-dessous de 4 grammes par litre. Ces vins secs, aujourd'hui, on essaiera d'expliquer tout à l'heure pourquoi ils progressent, mais ce sont des vins qui conviennent mieux, à notre avis, à la consommation d'aujourd'hui, c'est-à-dire la consommation hors repas, qui est le fait très souvent des pays non européens, et à la consommation de ce type de vin sur les cuisines du monde. Entendez, bon, épices, ceviche, etc., tout ce genre de choses, ça convient beaucoup mieux qu'un vin sucré. Donc si on regarde l'évolution, je voulais revenir un petit peu en arrière, mais non, on va le faire comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que les gains se font au détriment, et vous le voyez ici, les gains se font au détriment des rosés très sucrés, c'est-à-dire au-dessus de 20 grammes par litre. Encore une fois, c'est dû en partie à la diminution de la production de blush aux USA. Par pays, voilà le panorama. Vous voyez, bon, la France, vous la connaissez. L'Allemagne a une production de vin sucré, mais qui est en régression, mais curieusement, eux se portent sur les intermédiaires, pas sur les rosés secs, alors que les États-Unis, eh bien, l'évolution, elle est assez symptomatique de ce qui se passe dans le monde. Il y a forte diminution des vins à plus de 20 grammes par litre, pour un frémissement, qui nous inquiète d'ailleurs, un frémissement des vins à moins de 4 grammes par litre. Cette évolution préfigure peut-être ce qu'il va se passer dans les 10 prochaines années, mais là, il faudra appeler Madame Soleil pour le savoir. La couleur. Alors la couleur a été étudiée par le Centre de recherche sur le rosé, qui est situé au centre de la Provence, à Lidoban. Et nous avons classé 3000 échantillons et nous suivons année par année les évolutions de ces échantillons pays par pays. Aujourd'hui, l'évolution globale, eh bien évidemment, il y a un éclaircissement général, sachant qu'en France, l'éclaircissement est encore plus net. Vous le voyez ici, entre 2004 et 2012, eh bien, on s'est déplacé de 2-3 cases sur ce nuancier. Qu'est-ce qui se passe au niveau du monde? Eh bien, le phénomène est un petit peu plus différent, un petit peu plus complexe. On a l'impression, d'après les échantillons que l'on analyse, on a l'impression que ce sont les extrêmes qui en profitent. Il n'y a pas un mouvement très net vers une couleur plus claire. Il y a au contraire un double mouvement. Certains pays tendent à faire des vins plus foncés et certains autres des vins plus clairs. En gros, chacun choisit son camp. La fraîcheur.
Eh bien, la fraîcheur, c'est une spécialité quasiment française et un danger bien français à mon avis. En 2012, vous voyez que 39% des vins mis sur le marché étaient des vins de l'année, des vins du millésime. 34% des vins du millésime antérieur, etc., etc. Et sans millésime, 10%. Aujourd'hui, en 2013, c'est-à-dire simplement un an après, il y a 55% des vins qui sont mis sur le marché en étant du millésime. Certes, au niveau technique, c'est un gros avantage. Tout le monde est d'accord ici dans la salle pour dire que le vin de l'année est plus frais, plus aromatique, etc., plus agréable. Mais c'est un énorme danger commercial, puisque ça nous oblige d'une part à fournir les marchés dans l'année qui vient, et deuxièmement, une fois que le millésime N+1 arrive, eh bien le millésime N, lui, il est abandonné. Donc c'est un vrai danger commercial, et c'est un danger qui ne correspond pas forcément au goût du consommateur. J'ai l'impression, position personnelle, j'ai l'impression que dans cette affaire-là, ce sont nos goûts, les goûts de nos producteurs qui priment par rapport aux exigences du marché, et c'est dangereux. Les cépages et la mention sur la bouteille. Les cépages, eh bien, vous les avez là. En monocépage, c'est le pinot noir qui domine. Et lorsqu'il y a mention de multicépage, c'est le grenache qui domine. Rien de bien fracassant dans ces évaluations. Plus intéressant, les flux, c'est-à-dire la quantité de vin qui traverse une frontière. Là, c'est très net, vous le voyez de 2002 à 2012. En 2002, 20% des rosés traversaient une frontière. Aujourd'hui, 32%. Et là aussi, pour commencer à répondre à la question qui est ici, je pense que les flux qui traversent les frontières, c'est-à-dire l'exportation des rosés, la circulation du rosé, va continuer à se développer. Consommation mondiale. Consommation en augmentation, mais qui cache des disparités. On l'a vu tout à l'heure, la consommation française est en augmentation nette. Certains pays sont en augmentation comme les USA, le Canada, le Brésil. L'Asie n'a pas démarré. Et certains pays d'Europe sont en stagnation comme l'Allemagne par exemple. Les principaux pays consommateurs, eh bien vous le voyez ici, France 31 il y a 10 ans, aujourd'hui 36%, la consommation française est en forte augmentation. La consommation aux USA passe de 16 à 13%. Elle apparaît en diminution, mais si on ne regarde que la partie rosé sec, elle est en forte augmentation. Il y a un transfert de rosé sucré vers le rosé sec en matière de consommation aux États-Unis. Je vous passe ceci et j'en arrive à la France. Alors en France, voilà la production de rosé. Globalement, on l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit tout à l'heure, mais globalement, tout le monde s'y met petit à petit. En gros, il y a plusieurs attitudes face au rosé. Il y a l'attitude des régions traditionnellement spécialistes du rosé, comme la Provence, Tavel, etc., où la production de rosé, par exemple en Provence, est de 85%. Nous sommes au taquet, on ne peut pas aller plus loin. Et puis, il y a la production de rosé comme produit de concentration du rouge. L'attitude d'une région productrice de rouge, majoritairement productrice de rouge, est de faire du rosé, et vous le savez bien, pour concentrer le rouge par saignée. Cette méthode-là permet d'une année sur l'autre à tout producteur d'augmenter sa production de rosé, quelle que soit sa surface. Et ça, évidemment, ça peut conduire à des déséquilibres français très très rapidement. Voilà l'évolution de la production par catégorie. Vous voyez que la Provence est au taquet, donc elle ne peut pas continuer à augmenter. Par contre, il y a des régions qui peuvent encore augmenter largement leur production de rosé.
Ici, le niveau de spécialisation, j'en parlais tout à l'heure, 85-87% pour la Provence, le Roussillon à 42% et le Languedoc est à 10% simplement de spécialisation. Production par catégorie, le total AOP est de 45% en matière de rosé, et dans ces 45%, la Provence représente 35%. Ce graphique est assez parlant. Il s'agit de la consommation en France évaluée à travers les achats en grande distribution. Il y a 30 ans, 1990, oui ça fait bien, donc ça fait 25 ans, il y a 25 ans, le rosé représentait 10,8% de la consommation. Aujourd'hui, il est à 30,5% et nous enregistrons encore des progressions, puisque là, vous n'avez pas forcément les derniers chiffres, nous sommes à 31 aujourd'hui. Donc, la consommation de rosé continue effectivement à augmenter sur une pente qui est tout à fait régulière. En matière de prix, eh bien, ça ne faiblit pas. Et c'est ça qui est un petit peu le symptôme, la caractéristique d'un marché en pleine santé, d'un marché équilibré, c'est que les volumes de consommation, la demande est en augmentation, mais parallèlement, les prix restent fermes. Donc la demande est vraiment d'une très très belle qualité. Merci mesdames de boire plus de rosé que les hommes. J'espère que les hommes s'y mettront aussi bien. Enfin ça c'est un lieu commun. Il y a ces dernières années particulièrement encore augmentation de la consommation de rosé par les femmes. De 23 à 31 quand même. C'est quand même assez sérieux. En ce qui concerne les tranches d'âge, toutes les tranches d'âge progressent, sauf les 45-54 ans. Là, j'avoue que je ne l'explique pas. Autant nous expliquons facilement pourquoi le rosé progresse dans les tranches d'âge relativement jeunes, autant dans cette tranche-là, nous avons un petit problème pour l'expliquer. Il n'empêche que la progression du rosé dans les tranches 18-24 ou 25-34 est tout à fait sérieuse. La progression de l'apéritif, nette progression du rosé aussi. Alors j'en arrive à la troisième partie. J'en arrive à la troisième partie qui est quand même plus proche de la question posée à cette Assemblée Générale. Pourquoi ce développement? J'ai vraiment survolé la partie économique, juste sorti quelques chiffres caractéristiques. Pourquoi ce développement? Est-ce que ça vient seulement de la technique? Est-ce que ça vient du comportement? Est-ce que ça vient d'autre chose? Donc on s'est penché beaucoup sur ces questions-là. Et on a d'abord regardé dans le rétroviseur. Regarder dans le rétroviseur, c'est évaluer la proportion de vin clair, je dis plus rosé, là, de vin clair consommé au fil des siècles. Vous le voyez ici sur la gauche de l'écran, du côté de Jésus-Christ, il y a à peu près 2000 ans, eh bien, les vins étaient clairs. Les vins étaient clairs tout bêtement parce que la macération pulpes et peaux ensemble n'était pas connue. Donc automatiquement, on rentrait la vendange, on la pressait et le jus ne pouvait être que clair. Ensuite, dans les siècles de 5 à 12 par exemple, de 5 à 15, le rosé a été consommé par l'aristocratie parce qu'il était considéré comme un vin non nourricier. En fait, le vin de ceux qui ne foutaient pas grand-chose, contrairement au rouge, qui était, lui, le vin nourricier donné aux travailleurs. Et d'ailleurs, à cette époque-là, nos amis bordelais exportaient sur l'Angleterre du clairet, des vins clairs. Et le basculement a été initié par les Anglais, c'est encore la faute des Anglais, comme on dit en bon français, puisque ce sont les Anglais qui ont commencé à demander à Bordeaux du New Claret, c'est-à-dire du rosé foncé, et petit à petit, tout s'est inversé et la proportion de rouge a pris le dessus sur la proportion de rosé. Évidemment, lorsqu'on a coupé quelques têtes des aristocrates à la Révolution, ça n'a rien amélioré, la consommation de rosé a été rendue quasiment impossible. Donc il y a eu une chute de la consommation du rosé jusqu'au 19e siècle, 19e, 20e,
où le rosé s'est cantonné dans deux régions, en gros, hein, la Provence et la Loire. Cette situation a perduré, et elle a perduré jusqu'à la fin du XXe siècle, où là, on a assisté à un renouveau du rosé. Et c'est toute la question, pourquoi ce renouveau, et surtout pourquoi cette rapidité. Vous voyez en bas à droite le rond rouge qui entoure la progression du rosé à l'échelle. Ramené à l'échelle de l'histoire, c'est quelque chose qui est tout à fait saisissant. Alors, pour expliquer tout ça, on s'est dit, aujourd'hui, quand on vend du vin, qu'est-ce qu'on vend? On vend d'abord un liquide. Hein, c'est notre conception à nous, de professionnels. On va dire, à la limite, si le vin est bon, si le liquide est bon, eh bien, le consommateur va l'acheter parce qu'il va considérer qu'il est bon. C'est nous, principalement, ce qu'on a tendance à vendre. Ensuite, autour du liquide, il y a une deuxième couche du produit qui est la présentation. L'étiquette, la contre-étiquette, le packaging. Ça touche un petit peu plus le consommateur. Parce que lorsqu'il est dans le linéaire, le consommateur, il ne va pas goûter. Donc il va acheter sur la couleur et il va acheter sur le packaging, sur le prix aussi, vous dire. Troisième couche qui est quasiment éliminée dans les dégustations professionnelles, c'est le contexte de la dégustation. Ambiance au repas, apéritif, etc. Et c'est là où on voit que le professionnel ou les professionnels que nous sommes ont une conception très liquide du produit, puisque lorsqu'on veut juger un vin, on élimine toute ambiance. On fait table rase et on va directement au produit. Et dernière couche à laquelle le consommateur est particulièrement sensible, eh bien c'est la relation humaine, la connaissance du lieu de production, le no-tourisme. En fait, c'est tout ça qu'il achète. Et la différence entre le professionnel et le consommateur, eh bien, elle apparaît de plus en plus à travers le rosé. Le professionnel, lui, il est plutôt sur la gauche du graphique. Sur la gauche du graphique. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser au liquide, il va éventuellement s'intéresser à l'étiquette, mais l'ambiance et la relation humaine, souvent ça n'interpelle pas. Par contre, le consommateur, lui, eh bien c'est l'inverse. Je parle là particulièrement du rosé, hein, c'est particulièrement visible sur le rosé. Le consommateur, lui, il a envie de connaître qui fait le vin. Il a envie de serrer la paluche au producteur ou éventuellement faire la bise à la productrice. Au niveau de la communication, qu'est-ce qui se passait jusqu'à maintenant? Lorsque, et là je m'adresse aux communicants ou aux responsables marketing de chacune des caves, qu'est-ce qu'on était obligé de faire lorsqu'on voulait toucher le consommateur? Eh bien, on passait par le professionnel de la communication, traduisait le sommelier, le journaliste, le restaurateur, etc., ce qu'on appelait le prescripteur. Et pour passer dans ce canal-là, on faisait déguster le vin au journaliste, et c'est le journaliste qui traduisait pour le consommateur toutes ses impressions. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Les moyens de communication sont en pleine mutation, sont en pleine évolution, et aujourd'hui, le producteur a accès, dans une certaine mesure, direct au consommateur. Alors ça a plusieurs conséquences. D'une part, et la plus visible, c'est que la presse professionnelle, par exemple, est en difficulté, elle est contournée, et on ne compte plus les journaux en difficulté. Et la deuxième conséquence, c'est que ça demande aux producteurs de faire un nouveau métier, qui est un métier de communication avec le consommateur et de transformer sa façon d'être. On lui demande aujourd'hui de n'être plus producteur seulement d'un liquide, mais d'être aussi producteur de tout un tas de choses, y compris producteur de relations humaines. Alors, quels sont les ingrédients de l'évolution du rosé? Il y a eu énormément de choses. Il y a eu d'abord beaucoup de changements de style de vie et d'alimentation. Regardez la façon de s'alimenter que l'on a par rapport à celle qu'on avait il y a 20 ans.
1980, 1990, entrée, plat, dessert, le rouge et le blanc sont dominants, et dans cette configuration, il y a une codification du vin. On a dit au consommateur, tu boiras ton rouge avec ton cassoulet, tu boiras ton blanc avec bon, autre chose, mais enfin c'était quand même bien précis. Et on a laissé le rosé à part. Et ça c'est important. À mon avis, ça a été l'une des chances du rosé. C'est-à-dire ce qu'on considérait comme un énorme inconvénient ou quelque chose d'inadmissible dans les années 80, et Dieu sait si on en a entendu, eh bien, est devenu un avantage. Pourquoi? Parce que par le jeu de la modification de communication dont je parlais tout à l'heure, le rosé a eu une capacité d'adaptation beaucoup plus importante que le rouge. Et lorsque sont venus les changements d'alimentation, les changements du comportement du consommateur, eh bien là, il a démarré. Alors il faut dire aussi que, en matière de capacité d'adaptation, un groupe de producteurs, qu'on ne remerciera jamais assez d'ailleurs, en Provence, dans les années 85-90, ont inventé, entre guillemets, un nouveau produit, le rosé sec, clair et aromatique. Puisque vous savez parfaitement qu'auparavant, lorsqu'on voulait faire un rosé aromatique, il était quasiment obligatoirement foncé. Il était foncé avec des arômes de fruits rouges, petits fruits, etc., etc. Avec l'arrivée de deux choses. D'une part, de la maîtrise de la température de fermentation et de macération. Et deuxièmement, avec l'arrivée du pressoir pneumatique, on a pu fabriquer, j'allais dire, on a pu élaborer des rosés à la fois clairs et aromatiques et avec des arômes différents. Des arômes de pamplemousse, des arômes d'agrumes, des choses de ce genre. Et ces arômes d'agrumes et de pamplemousse, eh bien, ils allaient beaucoup mieux avec l'évolution de la consommation solide. Lorsque vous prenez un ceviche par exemple, eh bien, mettez un rosé avec arôme de fruits rouges, vous aurez du mal. Mettez un rosé avec des arômes d'agrumes, ça ira beaucoup mieux. D'ailleurs, souvent dans le ceviche, il y a des agrumes. Donc de ce côté-là, le rosé a collé à l'évolution de la consommation. Et c'est ce genre de choses dont il faut tirer des leçons. Si je résume, il y a eu changement de style de vie et d'alimentation, okay, un repas rapide, saveur du monde, évolution des habitudes des apéritifs. Okay. Ensuite, il y a eu modification de l'équilibre connaissance-plaisir. Il y a 20 ans, on privilégiait la connaissance du vin, et en fait c'est la connaissance du vin qui conduisait au plaisir, plus ou moins sincère, mais enfin c'est la connaissance qui était privilégiée. Aujourd'hui, que dit le consommateur? Il dit, je veux d'abord mon plaisir, et ensuite j'irai voir pour gagner en connaissance. Le rosé, lui, il était resté un vin à part des codes, d'où la simplicité. Il y a eu effectivement une révolution qualitative, mais il y a eu aussi la création d'un nouveau style de rosé. Il a donc eu une capacité à évoluer. Alors, aujourd'hui, où va-t-on? Où va-t-on? Si on récapitule les points importants de l'évolution du rosé et qu'est-ce qui lui a permis d'évoluer de cette façon-là, il y a la qualité, l'adaptation du goût, la perception du vin comme un ensemble de choses et non pas seulement un liquide, et il y a la rapidité des évolutions, Internet, etc., etc. Quels seraient les leviers aujourd'hui pour permettre au rosé d'aller encore plus loin? Eh bien, il y a en premier, je l'ai volontairement mis en premier, lui conserver sa capacité d'évolution et d'imagination. Étant en fin de carrière, je vais me permettre de dire des horreurs. Nous sommes, et vous le savez, dans un pays ancien, un pays de tradition viticole et un pays de tradition réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une réglementation très lourde qui a ses avantages et qui, en contrepartie, a ses inconvénients. L'un des inconvénients majeurs de la réglementation que nous avons, de la lourdeur réglementaire que nous avons, c'est de bloquer les imaginations et de bloquer les capacités d'adaptation.
Et pourtant, c'est ce qui a permis, à notre avis, au rosé de décoller. Donc il faut se méfier de ce genre de choses et conserver, bien sûr, au rosé sa capacité d'adaptation. Le deuxième point, qui est là le troisième d'ailleurs, bon, c'est la simplicité du discours. La simplicité du discours, c'est un problème de communication. Je pense que le consommateur s'est un petit peu éloigné du rouge parce que le discours a été beaucoup trop complexe pour lui. On lui a parlé connaissance, on lui a demandé d'avoir des connaissances avant de lui parler plaisir. Aujourd'hui, il faut reprendre le problème dans l'autre sens, lui parler plaisir et lui suggérer d'acquérir la connaissance s'il le souhaite. Alors, le troisième point, qui est le deuxième ici, c'est l'identité, le style. Aujourd'hui, le style qui a le vent en poupe, c'est un style clair, sec, aromatique, agrumes, pamplemousse, etc., etc. C'est vrai que ça marche bien, ça va bien. Je suis convaincu qu'au moins dans les régions françaises, si ce n'est dans chacun des pays du monde, chacun devra trouver son style, chacun devra trouver son identité. Et je suis sûr que ça évoque beaucoup de choses dans l'assistance. Si tout le monde se met à faire le même style, on est sûr dans 10 ans ou 20 ans eh bien, que le marché du rosé se retournera. Si chacun trouve son identité et réussit à se placer sur le marché, on va conserver ce qu'on pourrait appeler la biodiversité du rosé, appelons ça plus simplement la diversité du rosé. Et là, on a des chances de lui assurer un avenir un petit peu plus certain. Et le dernier point, et là je vais encore dire encore plus d'horreur, mais tant pis, c'est l'importance du jeu collectif. Alors par jeu collectif, j'entends bien sûr le jeu collectif à l'intérieur d'une région, ce qui n'empêche pas la diversité des produits d'une région. Mais je suis convaincu aussi que le jeu collectif pourrait être joué aujourd'hui au niveau méditerranéen. Il ne faut pas oublier que la vigne est une plante de Méditerranée. Il ne faut pas oublier que les contraintes environnementales et les contraintes durables vont augmenter dans les années à venir. Et cette plante de Méditerranée nécessite dans nos régions peut-être moins d'intrants et moins de traitements que dans d'autres régions. C'est une réflexion, je pense, sur laquelle il faut se pencher, véhiculer et réaliser quelque chose qui coordonne les vins de Méditerranée tout en préservant leur identité serait à mon avis un bon gage pour l'avenir. Donc voilà pour les leviers pour répondre à cette question-là. Et sans que ce soit sur une diapositive, je vous donne mon sentiment sur la réponse à la question jusqu'où vont-ils aller. Je suis persuadé que le rosé peut aller encore plus loin que 31% de consommation française et 9% de consommation mondiale. Il peut aller à plus de 9% de consommation mondiale parce qu'il y a de gros réservoirs de consommation du côté des États-Unis, du Brésil, du Canada. Donc de ce côté-là, nous avons effectivement tous un avenir sur l'exportation. Il n'empêche que ce développement qui pourra aller, je ne sais pas jusqu'où, peut-être 40% en France, 45% et peut-être, je ne sais pas moi, une exportation beaucoup plus importante dans les années à venir. Ce développement, à mon avis, reste soumis à ce que vous avez sous les yeux, conserver la capacité d'adaptation, se définir un style, être simple dans le discours et jouer collectif. Voilà ce que je voulais comme conclusion. Et je vous remercie de m'avoir invité, surtout de m'avoir écouté.